Bienvenue ce soir dans cette édition spéciale consacrée aux résultats du deuxième tour des législatives françaises. Comme il fallait s'y attendre, le coude à coude entre les formations de Macron et ceux de Mélenchon ont abouti à un résultat presque identique, avec une avancée, disons, assez légère du mouvement macroniste Ensemble, qui obtient, selon les dernières estimations, 218 sièges devant les NUP, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale de Mélenchon, avec seulement 156 sièges. Alors, pour débattre ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous deux intervenants de France, M. Sébastien Perimoni, candidat aux législatives en France, et également notre deuxième représentant, qui est un proche du mouvement de Macron, M. Nabil Aït-Akache. Est-ce que vous êtes avec nous, messieurs? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, première intervention pour M. Perimoni. Vous êtes intervenu la semaine passée pour un petit peu critiquer les deux camps. Aujourd'hui, que représente pour vous ce résultat? Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends très bien. Allez-y. Voilà, je continue donc à critiquer les deux camps. Déjà, un mot sur les résultats. Il faut voir qu'il y a un des premiers paradoxes, c'est qu'on a quand même 54% d'abstention, ce qui veut dire que plus de la moitié de la population française ne s'est pas déplacée pour aller voter à ces élections. Et un des premiers constats qui pourrait être fait, c'est que les Français se désintéressent de la politique. Or, moi, pour avoir milité sur le terrain et milité sur le terrain depuis quelques années, on se rend compte que les Français ne sont pas du tout désintéressés par la politique. En général, ils parlent même beaucoup de politique. Ils sont surtout très désintéressés par les politiciens en place qui sont incapables de présenter un projet cohérent face aux circonstances tragiques dans lesquelles vivent la grande majorité de nos concitoyens. Donc évidemment, l'abstention et le taux record d'abstention est quelque part très mauvais à court terme, mais il est aussi très bon puisque justement les gens se rendent compte qu'on vit dans un cirque médiatico-politique où finalement les promesses s'accumulent, mais les résultats, on le voit d'ailleurs dans les circonscriptions qui ont été dirigées par les membres de La République En Marche, où rien ou très peu a été fait pour les citoyens. Et on le voit aussi dans les circonscriptions qui sont dirigées par, si vous voulez, les gens de la gauche en général, de la NUPS, que ce soit la France Insoumise, les socialistes ou encore d'autres mouvements comme le Parti communiste, où la pauvreté n'a fait qu'augmenter, où les propositions qui ont été faites n'ont pas permis de réguler, si vous voulez, et d'augmenter le niveau de vie des gens. Donc il y a un dégoût à court terme pas de la politique, il y a un dégoût à court terme des politiciens qui sont incapables aujourd'hui en France de résoudre les problèmes des citoyens français. On l'a vu encore dans cette élection présidentielle, donc d'où le taux d'abstention. Après, pour ce qui concerne le reste, c'est-à-dire qu'il y a 46% de votants et la NUP, LERM, enfin Ensemble, et maintenant le Front National, qui bat un record d'ailleurs ce soir, si vous voulez, se partagent les miettes finalement de ce scrutin. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi ces politiciens aujourd'hui, les Français se détachent des politiciens français, c'est qu'aucun ne veut parler du vrai problème. Aucun ne veut parler du problème, si vous voulez, de la crise financière et monétaire internationale, et tous font des promesses finalement dans un système qui est le système de la mondialisation financière, de la City de Londres et Wall Street sur le plan économique, sur le plan militaire de l'OTAN. Il y a une vassalisation aujourd'hui de l'Union européenne dans le cadre de la politique de l'OTAN. Faut savoir qu'au premier tour des présidentielles, plus de 60% des gens qui ont voté pour un candidat qui proposait de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Donc ça, c'est un facteur important. Donc, à partir du moment où les politiciens ne remettent pas en cause le système, aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c'est le système le problème et que sans changement à ce niveau-là, on ne pourra pas régler leurs problèmes. Donc voilà, ça, c'est un petit peu une première remarque par rapport à l'abstention. Et après, sur le fond, ça va être très compliqué. C'est quand même une bonne nouvelle. Moi, personnellement, j'avais appelé, on va dire, hashtag tout sauf Macron. Donc, on peut se réjouir que Ensemble n'est pas la majorité absolue, qui montre bien, si vous voulez, que justement sa politique n'a pas été une politique bénéfique pour l'ensemble des citoyens français. Donc, c'est une claque. Ça, je pense que tout le monde reconnaît, même les gens de La République En Marche, qui est d'ailleurs
qui arrive très rarement. C'est la première fois depuis qu'on a le quinquennat que un président élu n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale dans une élection législative qui suit. Donc c'est quand même un tournant majeur dans l'histoire de la République en marche. Donc c'est aussi à souligner. Et donc ça va être un quinquennat qui va être extrêmement intéressant dans le sens où il y aura un équilibre plus grand des pouvoirs. Peut-être le Front National, enfin le Rassemblement National, puisque c'est la première force d'opposition, en fait, avec son nombre de députés, si on compare parti à parti, en dehors de l'alliance entre la NUPS. Donc, on va avoir un rapport de force qui sera plus équilibré au Parlement. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, comme parti minoritaire qui n'avons pas de députés, c'est de pouvoir essayer d'avoir de l'influence sur les uns et les autres sur des sujets fondamentaux, comme par exemple la réforme du système financier, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, mettre fin à la spéculation et ce genre de sujets qui pourront être pris par des groupes d'opposition. Donc ça va être intéressant de voir qui répond aux vrais défis du moment par rapport, si vous voulez, à ce qu'attendent les citoyens français. Merci, Monsieur Sébastien Pérémoni. Je rappelle que vous étiez candidat aux législatives en France. Vous restez avec nous. On va poursuivre le débat sur le plateau en attendant que Monsieur Nabil Ait Hakkache, conseiller à l'Assemblée française proche de Macron, nous rejoigne. Alors, messieurs, Sofiane Baroudi et Rida Harira chez Faisal Matawi, toujours avec nous pour le débat sur les législatives en France. Quels sont, d'après vous, les premiers enseignements de ce scrutin? Le premier enseignement, c'est que le président Macron n'a pas de majorité absolue. Il garde une certaine avancée. Une certaine avancée, mais vous savez, au tarmac de l'aéroport... Il n'y a pas eu de vote sanction, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu quand même... C'est une forme de sanction, parce qu'aux élections 2017, il avait 314 sièges. Voilà, il a perdu presque 100 sièges. Et rappelez-vous, lorsqu'il partait en Ukraine, à l'aéroport, il avait appelé les Français à le doter d'une majorité solide. Oui. Cette majorité, il l'a pas. C'est une majorité relative, donc il doit composer avec le Parlement. C'est un Parlement où on a effectivement noté l'émergence de la NUPS, qui est la nouvelle Union populaire et écologique et sociale. C'est un regroupement de gauche. Et l'autre renseignement, c'est la percée notable du Front National. Ça confirme les résultats des présidentielles. Marine Le Pen était deuxième avec 41%. Et donc ce groupe, c'est la première fois que le Front National ou le Rassemblement National a un groupe parlementaire. Il avait eu à un moment donné dans les années 80, mais là, il se présente effectivement comme un groupe d'opposition en tant que parti, pas en tant qu'alliance. Voilà. Nous avons avec nous M. Nabil Ait Hakkache, conseiller à l'Assemblée française proche de Macron. Monsieur Ait Hakkache, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Voilà. Alors, premier résultat de ce scrutin, de ces élections législatives, le mouvement qui est proche de Macron n'a pas réalisé la majorité. Est-ce que pour vous, c'est une défaite ou, disons-le, un résultat qui était attendu? Alors, le résultat, non, n'était pas attendu. La situation, clairement, elle est assez inédite. On n'a jamais connu ça sous la Ve République. Alors, c'est un risque quand même pour notre pays, puisqu'on a des défis quand même nationaux et internationaux à relever. Ensuite, ce vote, on doit bien évidemment le respecter, en tirer toutes les conséquences. On reste tout de même la force principale au sein de cette Assemblée et on va devoir assumer un certain nombre de responsabilités, en effet. Alors, on se mettra au travail de toute façon dès demain. Avec bien évidemment poursuites de réformes que nous allons essayer d'engager, avec des nouvelles façons d'associer les Français à ces réformes, parce que je pense que c'est ce que les Français demandent aussi, c'est de participer à la construction des politiques publiques avec l'ensemble des parties prenantes, le gouvernement, les associations, les entreprises, et c'est une méthode que le président Macron entend développer. Le gouvernement est au travail. Nous sommes au travail depuis déjà depuis la réélection du président. Il faut quand même rappeler qu'en effet, c'est vrai que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de nos attentes, mais que ça fait quand même très longtemps aussi qu'un président n'avait pas été réélu sans cohabitation. Donc nous avons une majorité relative. Nous restons la première force et nous serons au travail. Nous allons trouver d'autres méthodes
pour travailler et pour continuer à réformer le pays dans le dialogue sur les territoires avec les Français. Alors, M. Mélenchon, qui revendique plus de 160 sièges, peut-il prétendre aujourd'hui au poste de Premier ministre? Non, je pense que c'est quand même Mélenchon. Il a fait campagne sur ça. Hein, donc aujourd'hui, non, Monsieur Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Il faut relativiser aussi quand même le score de cette alliance, puisque Monsieur Mélenchon, pour sa formation politique, la France Insoumise, il n'obtient pas les 150 députés pour sa formation. Il en obtient peut-être un peu moins d'une centaine. On verra ce soir qui sera la première force d'opposition. Le Rassemblement national, qui est un vrai danger et un signal d'alerte très très fort pour notre pays. Mais non, M. Mélenchon, dans ces conditions, ne deviendra pas le Premier ministre. Est-ce que le président Macron va peut-être inclure certains membres justement du Rassemblement national comme ministres dans son gouvernement? Non. Je ne pense pas que ce soit du tout une option envisagée. Pour nous, c'était toujours très très clair. Pas un vote ne doit aller au Rassemblement national. Donc non, l'extrême droite n'a jamais été dans les idées d'un contrat de gouvernement. Donc non, absolument pas. Mais avec qui va cohabiter justement le mouvement Ensemble d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous allez revenir un petit peu à la droite classique qui a perdu beaucoup de terrain sur la scène politique? Écoutez, à l'heure actuelle, nous allons déjà... Quand je parle de la droite classique, je parle des Républicains. Vous parlez des Républicains et du DI. Non, et du DI, voilà, oui. Alors, pour le moment, je vous le dis, on reçoit ce résultat avec humilité. Nous allons étudier, bien évidemment, les différentes options pour, encore une fois, continuer à gouverner et à réformer le pays. À l'heure actuelle, il n'y a aucune décision qui a été prise. Il y a des positions qui ont été en effet... il y a eu des positions ce soir au niveau des Républicains. De notre côté, il n'y a rien qui a été avancé pour le moment. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous souhaitons continuer à réformer le pays et nous travaillerons avec toutes les personnes constructives. Donc, on a essayé d'ailleurs de le montrer pendant ces 5 dernières années. Et je ne pense pas que le fait que Mélenchon obtienne un peu plus de députés, parce qu'il faut rappeler quand même que la gauche réunie obtient toujours moins de députés que ce qu'elle a pu obtenir sous les mandatures précédentes. Ça, il faut quand même le rappeler. Tout à fait. Donc, ce n'est pas du tout une victoire pour la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance qui est une alliance quand même de circonstances. Je pense qu'un certain nombre de députés qui sont élus ce soir ne partagent pas l'ensemble des positions qui sont tenues par la France Insoumise, par exemple. Donc moi, je demande à voir comment cette alliance va tenir déjà sur cette mandature. C'est vraiment une chose que nous attendons. Et bien évidemment, toutes les personnes qui ne se sentiront pas à l'aise avec les positions de M. Mélenchon et de ses alliés pourront bien évidemment, sur certains textes, pouvoir voter des choses qui permettront d'aller dans le sens d'une amélioration de la vie du quotidien des Français. Donc je ne doute pas que nous trouverons des alliés des deux côtés pour pouvoir avancer et ne pas rester paralysé, parce que la paralysie pour un pays, c'est la pire des choses. La pire des choses qui pourrait arriver en France, c'est que justement on se retrouve avec une assemblée bloquée et un gouvernement qui ne puisse pas légiférer. Donc un parlement qui ne puisse pas légiférer. Justement, est-ce que le président Macron est obligé de cohabiter avec les NUP, pour éviter justement le blocage à l'Assemblée? Alors, il n'y a pas de cohabitation, là, si vous voulez. On dispose d'une majorité relative. Relative, pas absolue. Relative, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par cohabiter. Ce qui est sûr, c'est que nous proposerons des textes dont l'objectif est de continuer à réformer, à transformer ce pays, toujours dans l'intérêt des Français. Après, bien évidemment, il y aura du dialogue. L'Assemblée nationale, le Parlement est une instance dans nos institutions de dialogue pour pouvoir arriver à des compromis. C'est ce que nous souhaitons.
Et j'appelle toutes les formations politiques à la responsabilité pour pouvoir, encore une fois, faire avancer ce pays et ne pas le bloquer. Parce que moi, ce qui me fait peur, je ne vous cache pas, c'est que les deux extrêmes se rejoignent pour bloquer et être des forces de nuisance plus que des forces d'action. Nous, on se situe dans l'exact opposé des formations qui sont dirigées par M. Mélenchon et par Mme Le Pen. Nous voulons agir. Nous ne voulons pas bloquer le pays. Les Français, de toute façon, le verront très rapidement. Nous continuerons à agir. Merci, Monsieur Nabila Itaka. Je rappelle que vous êtes conseiller à l'Assemblée française, proche du mouvement Macron. Alors, Rida Harirash, peut-on parler aujourd'hui de cohabitation? Est-ce que le mouvement de Macron et celui de Mélenchon sont obligés de cohabiter? Est-ce que le nouveau gouvernement aura ce qu'on appelle une cartographie tricolore? On en est loin, en fait, parce que parler d'un gouvernement parler de cohabitation, ceci suppose que le Premier ministre ce soir soit Mélenchon ou un autre membre issu de l'opposition, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il faut quand même signaler que le parti d'Emmanuel Macron obtient une majorité relative, mais il reste quand même à la tête du gouvernement. Donc il n'y aura pas de cohabitation. Par contre, ce que les électeurs français ont voulu signifier ce soir à l'ensemble des partis, c'est qu'ils recherchent un maximum de consensus sur les questions primordiales qui concernent la société française. Et de ce point de vue-là, le mouvement Ensemble peut l'obtenir. Nous savons que le parti de François Bayrou, le MoDem, fait partie du mouvement Ensemble. Et c'est un parti de centre-droit. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Philippe Édouard, était aussi issu de la droite. Donc, si sur certaines questions, les Républicains acceptent de se joindre au mouvement Ensemble, il peut obtenir une majorité absolue sur un certain nombre de questions au sein de l'Assemblée nationale, parce que si vous additionnez les voix qu'ont obtenu le mouvement Ensemble plus les LR, les Républicains, ils dépassent largement, ils approchent les 300 députés, c'est-à-dire la majorité absolue. Donc moi, je pense que ça sera c'est plutôt sur les textes qui seront votés concernant certaines questions. On a senti justement le représentant du mouvement Macron assez prudent, assez réticent quant aux résultats, malgré un petit peu leur victoire relative, quand on dit. Oui, parce il a évité aussi, si vous permettez, Rida, il a évité de critiquer les Républicains. Vous avez raison, les Républicains pourraient être les faiseurs de roi dans le prochain Parlement, parce que de toute façon, ce que disait M. Aïtakash, Macron ne pourra pas réformer la France. Sauf s'il a cette alliance, et encore, les Républicains vont essayer d'imposer une ligne de droite pour le gouvernement Macron, pour le nouveau quinquennat, une ligne de droite qui est fortement critiquée, qui a probablement poussé beaucoup d'électeurs français, malgré l'abstention à 54%, vers la gauche qui se rassemble. Et la gestion du pays sera de plus en plus compliquée. D'ailleurs, si vous notez que c'est maintenant, il y a beaucoup d'experts et d'analystes qui évoquent un retour à la 4e République, parce que la 4e République qui a cessé d'exister en 1958, à cause notamment de la guerre en Algérie, parce que la 4e République, c'était un parlement qui a beaucoup de force et de pouvoir, était assimilé à l'instabilité. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un grand défi pour Macron, pour ce nouveau quinquennat. Comment il va gérer le pays avec un parlement qui n'est pas totalement favorable? Mais tout de même, j'insiste pour dire que nous ne sommes pas dans une situation de blocage. C'est-à-dire que c'est ce que redoute le représentant de Macron. Oui, c'est ce qu'il redoute, mais ce n'est pas encore le cas, parce que Macron, le président Macron et son parti devra jouer un peu plus l'équilibriste, et il faut savoir que le mouvement Ensemble se situe en gros entre le parti de Mélenchon, la gauche, et les Républicains. Concernant certaines questions, il est beaucoup plus proche des Républicains que de la gauche, et concernant d'autres questions, il pourrait se rapprocher davantage de la gauche. C'est ça le mouvement Ensemble. Il y a une aile qui est à droite, une autre qui est à gauche, donc ça sera un jeu
qui devra être assumé par le président Macron. Mais parler d'ores et déjà de blocage, ce n'est pas encore le cas. Même s'il y a un défi important qui se pose à partir d'aujourd'hui pour l'ensemble des partis politiques français. Alors, Sofiane, vous êtes un spécialiste un petit peu des mouvements de gauche en France. Alors, ce résultat, que signifie ce résultat pour les NUP et que va-t-on gagner de leur nouvelle position politique, sachant que, comme l'a dit le représentant de Macron, ce n'est pas la victoire totale de la force insoumise de Mélenchon, mais d'un ensemble de mouvements politiques de gauche et d'extrême gauche. Justement, ce que représente le mouvement NUP, c'est un peu une alliance hétéroclite, un peu ce qu'on pourrait entre les qualifier communistes et les socialistes. Même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une composition hétéroclite irrégulière, aussi comme la République en marche l'était et l'est encore. C'est-à-dire qu'on est sorti du système partidiste, si vous voulez, du système partisan classique en France, qui faisait, pas qu'en France, qui faisait clairement, même pas que gauche-droite, aussi par exemple le Parti Socialiste et le RPR, qui est devenu après l'UMP. Voilà. Ce système-là, il a, avec justement le candidat Macron en 2017, et avec ce qui était le Front de gauche d'abord, et ce qui est devenu maintenant la NUP, il a un peu démontré sa défaillance, même si la tendance de ces élections-là montre que, si vous voulez, c'est les partis classiques de l'élite, parce qu'il y a clairement des expressions d'opposition radicale qui sont en train de s'exprimer actuellement. Par exemple, on a l'expression d'opposition radicale d'extrême droite avec le Rassemblement national ou le Front national qui, lui, vient d'une tradition justement d'un parti structuré, c'est-à-dire qui peut répondre à la fois dans l'Assemblée nationale, parce que maintenant c'est une force parlementaire, mais aussi par d'autres formes d'action politique, parce qu'il n'y a pas que l'action politique législative. Et on a de l'autre côté une alliance hétéroclite d'opposition radicale de gauche qui regroupe, d'ailleurs qui se revendique du Front populaire, c'est-à-dire d'un héritage d'une grande alliance historique, qui regroupe à la fois les expressions sociales de mécontentement concernant notamment toutes les réformes d'austérité qui ont été imposées par le président Macron, mais même avant lui, c'est-à-dire qui regroupe les mouvements du travail, les syndicats, mais aussi l'expression d'écologie radicale, qui un peu maintenant est une tendance dans l'urgence, et aussi il y a une autre expression radicale, juste le taux très très élevé d'abstention. C'est des gens qui s'abstiennent d'aller dans les urnes, mais qu'on peut retrouver dans la rue, parce que les deux mouvements, l'extrême droite, mais aussi la gauche radicale, appellent aux mobilisations de rue. C'est surtout les jeunes. Alors on vient de voir sur l'écran la première ministre sortante, Madame Borne, qui a gagné, légèrement avec 52% des voix contre le représentant des NUPS, Monsieur Néol Gaucher, avec 47%. Est-ce que vous pensez que Macron va la maintenir? Je pense qu'il va la maintenir, mais il y a déjà plusieurs ministres du gouvernement qui ont perdu les élections. Oui. Le problème, c'est que ça sera difficile d'imposer un discours de politique générale et d'imposer surtout les réformes qui sont promises par Macron et par sa première ministre, c'est-à-dire de faire passer des lois tout bonnement. Déjà Sophia, le 5 juillet, Mme Borne, qui est considérée comme une femme de gauche, va présenter justement son programme de politique générale devant un Parlement qui n'est pas vraiment 60% favorable. d'opposition. Parce que le Parlement, à l'heure actuelle, et je pense, je ne suis pas vraiment d'accord avec Reda, on va aller vers des situations de blocage, parce que c'est un Parlement qui peut voter des motions de censure contre le gouvernement, qui peut bloquer beaucoup de lois, et Macron, avec quelle que soit la force qu'il a au Parlement, il est obligé de négocier et de discuter toutes les lois. D'ailleurs, il y a une loi qui se prépare, une loi qui est très contestée sur le pouvoir d'achat. Macron va essayer de pousser vers la gauche, parce que il est critiqué sur ça, sur le pouvoir d'achat. On parle du système de retraite à 65 ans. Les Français qui sont, selon Mélenchon, près de 8 millions dans l'aide alimentaire. Les gens qui sont en train maintenant de choisir de sauter des repas, parce que la situation... Les choix géopolitiques aussi. Absolument, les choix géopolitiques. Et d'ailleurs, Macron a essayé de jouer cette carte en parlant de l'Ukraine, en parlant d'une guerre de haute intensité menée par une force nucléaire en Europe. Et donc, il a essayé de faire jouer le front interne avec le front externe, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire que maintenant, le défi, effectivement, ça sera le prochain gouvernement. Et d'ailleurs, Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui est du mouvement de Macron, a perdu les élections. Ça, c'est un signe. Ça veut dire que les Français ont bien lancé un message au pouvoir actuel. Je pose la question pour toi, Reda. Oui. Est-ce que le fait que le représentant de Macron a perdu l'élection, il y aura un président de l'Assemblée qui sera issu du mouvement NUP? C'est lui c'est le président de la République française. Il doit donner quelque chose pour les NUP, sinon il n'y aura pas de cohabitation.
Il faut savoir que maintenant, la courroie de transmission entre le président français et la NUP, ça sera le chef du gouvernement. Or, le chef du gouvernement, ce soir, a gagné les élections avec 52% des voix, sachant que c'est une socialiste. Elle jouera un rôle important pour obtenir un minimum d'entente avec Mélenchon. Alors que du côté de la droite... Est-ce qu'il va négocier certains portefeuilles ? C'est pas encore à l'ordre du jour parce que il n'est pas obligé de le faire. S'il négocie quelques portefeuilles, ça sera plutôt avec les Républicains par la suite. Et c'est très probablement via le MoDem de François Bayrou qu'il contactera les Républicains. Donc, je dirais... Donc tu définis du fait que les NUP ne seront pas dans le gouvernement, prochain gouvernement. Non, les NUP ne seront pas dans le gouvernement. Et il n'est pas obligé de composer directement avec eux. Il peut obtenir une majorité absolue avec les Républicains. Par contre, pour éviter d'avoir une opposition trop forte, il a quand même un chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement qui fait la politique intérieure de la France. Et elle a gagné ce soir. Et c'est elle qui se chargera de trouver un maximum de consensus avec la gauche. Donc, la situation du président Macron, elle est quelque peu délicate, mais loin d'être désespérée. On verra par la suite. Il peut y avoir une évolution de la situation, mais il est vraiment au centre de l'échiquier avec sa majorité relative. Elle est certes relative, mais il a quand même plusieurs cartes entre ses mains. Il devra savoir les aligner. La seule carte, c'est les Républicains. Oui. Alors, Monsieur Pérémoni, vous êtes avec nous ? Eh oui. Oui, alors, Monsieur Sébastien Pérémoni, je voudrais revenir un petit peu sur ces résultats. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le mouvement proche de Macron va cohabiter ou peut-être gouverner avec les LR qui sont donnés à 78 sièges avec l'UDI et les diverses droites dans les estimations d'Ipsos pour justement essayer de sauver la face à la montée et de Mélenchon et la menace du mouvement du Rassemblement national. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec exactement ce qui vient d'être dit. Il n'y aura pas de cohabitation. Il y aura une majorité qui est relative, mais qui peut être pleine. Une grande partie des réformes que Macron a présentées dans sa campagne, enfin, ensemble, a présenté dans sa campagne, qui sont des réformes de continuation, si vous voulez, de réformes libérales, voire ultralibérales, comme augmenter l'âge de la retraite, et ainsi de suite. Donc, il ne pourra s'appuyer que sur la droite. Donc, moi, de toute façon, je n'analyse pas la situation à court terme. D'ailleurs, je conseillerais au monsieur qui est intervenu pour Ensemble de renommer son parti Crépuscule. Parce que si on regarde réellement ce qui va se passer, c'est que Macron a perdu la majorité relative, va essayer de mettre en place des réformes ultralibérales puisqu'il ne pourra s'appuyer que sur les LR. Je ne pense pas qu'il pourra s'associer. On parle d'Elisabeth Borne comme une socialiste. Bon, quand on connaît son parcours, ça fait quand même rigoler. Donc, il ne pourra pas s'appuyer sur l'alliance NUP, qui va essayer de rester, je dirais, un petit peu comme une équipe de rugby, si vous voulez, bien comme une force de position entière et ne pas laisser, si vous voulez, la coalition exploser, ce qui est un danger pour la NUP. Parce que, vous savez, rappelez-vous, quand François Hollande a été élu président de la République, très très vite, très très rapidement dans son mandat, a émergé ce qu'on a appelé d'abord les frondeurs, qui ont saboté finalement la politique qu'il voulait mettre en place. Et là, c'est le vrai danger pour la NUP, pour la nouvelle alliance, c'est que justement, il y ait des déserteurs ou des frondeurs qui s'associent justement ensemble pour faire passer certaines réformes. Donc ça, à mon avis, ça va être le grand danger pour la NUP. Et je ne pense pas que ça va arriver, en tout cas dans un premier temps. Donc évidemment que Macron n'aura que, si vous voulez, la droite pour pouvoir faire passer ces réformes. Mais ces réformes, de toute façon, seront très mal vues par la situation. Un autre intervenant sur votre plateau l'a dit. Le nombre de personnes qui sautent des repas, le nombre de personnes qui ne peuvent plus chauffer l'hiver avec l'hyperinflation qu'on a dans les matières premières, le chauffage, le pétrole, le gaz, etc., le fuel. On a une grande majorité d'étudiants, si vous voulez, qui aujourd'hui, chaque mois, sont obligés d'aller à des banques alimentaires, justement, pour se nourrir. Tout ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est la politique qu'il entend continuer.
Donc évidemment qu'il va y avoir, si vous voulez, une colère qui va se lever d'ici à la fin de l'année, peut-être en septembre, en octobre, à la rentrée. Il va y avoir un troisième tour, comme on dit souvent, qui se jouera dans l'année. Donc on peut se réjouir. D'ailleurs, la bonne nouvelle de ce soir, c'est la disparition de Christophe Castaner, qui a joué un rôle extrêmement négatif au moment où les Gilets jaunes s'étaient exprimés sur le ras-le-bol, justement par rapport à la paupérisation de notre pays, la disparition de ces industries, les surtaxes de tous les domaines, les normes en tout genre qui nous sont imposées par l'Union européenne. Donc on va avoir ce même type de phénomène qui va réémerger, puisque de toute façon, comme ça a été dit également, on rentre dans une nouvelle 4e République. C'est-à-dire ça va être un système parlementaire extrêmement chaotique, avec des divisions permanentes, où finalement il y aura un blocage quasiment de fait, puisqu'il n'y aura pas cette majorité, sauf sur les réformes les plus ultra-libérales auxquelles s'associeront les Républicains. Monsieur... Donc, oui, allez-y, pardon. Oui, Monsieur Perimoni. Alors, on parle souvent, enfin, le représentant de Macron et même mes collègues parlent d'unité de blocage. D'après vous, d'où viendra le blocage? Est-ce que Mélenchon utilisera un petit peu sa force, sa nouvelle force politique, ou bien le Rassemblement national de Marine Le Pen pourra bloquer un petit peu l'Assemblée, sachant que, comme l'a dit Faisal Mataoui, le président de l'Assemblée, qui était issu du mouvement En Marche, a été défait ce soir. Oui, tout à fait. De toute façon, il y aura une opposition et c'est le nouveau front anti-républicain, on va dire, des extrêmes gauches et des extrêmes droites, qui va être un front anti-républicain, on peut dire, si on considère Macron comme un républicain. Donc il va y avoir en effet des motions de censure, ça a été mentionné, il va y avoir des votes de défiance. Il se peut aussi que une des commissions les plus importantes, la commission des finances, revienne. Logiquement, ça pourrait être au Front National, puisqu'ils ont un parti majoritaire, ou à quelqu'un de NUPS. Donc ça va être aussi, qui est quand même un des piliers quand même de la 5e République, cette commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur le budget, le vote, etc. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une sorte de paralysie, on va dire, une paralysie, sauf sur les réformes les plus ultralibérales, qui créeront du mécontentement, si vous voulez, avec l'appui de la République, des Républicains, pardon. Et donc, finalement, comme je disais, Macron, c'est plutôt crépuscule que renaissance, c'est-à-dire que son parti va continuer sa politique, engendrer plus de colère sociale et finalement engendrer plus de cacophonie au Parlement. Et les autres partis, et malheureusement, et je le dis ce soir, je l'avais déjà dit la dernière fois, les autres partis, que ce soit la NUPS ou le Front National aujourd'hui, ne répondent pas non plus, pour moi, selon moi, aux aspirations profondes des gens. Et donc ça va être quelque chose de très important à analyser pour les prochaines élections. Une dernière chose, parce que vous avez mentionné que j'étais candidat, en effet, en France. Moi, j'étais candidat pour les Français de l'étranger, donc pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, donc qui inclut l'Algérie. Aujourd'hui, on aura le 5 juillet, bientôt, la grande fête, les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Moi, j'ai proposé dans ma candidature, justement, de créer un nouveau paradigme. C'est ça qu'attendent les gens, de créer un nouveau paradigme de relations avec les pays d'Afrique en particulier, mais aussi d'arrêter d'être soumis à l'OTAN, de dire que la Chine et la Russie sont des ennemis. Aujourd'hui, il faut créer ce nouveau paradigme de développement mutuel, de coopération, à l'image de ce que propose la Chine avec l'initiative Une ceinture, une route, ce qui est fait avec les BRICS, par exemple. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont aujourd'hui dans ce sens d'un monde multipolaire. Et malheureusement, aujourd'hui, les élites occidentales restent dans cette logique d'hégémonie du monde occidental. Aucun des partis d'opposition en France n'ose remettre en question ce paradigme. Tous sont très frileux pour remettre en cause le monde unipolaire qui, à mon avis, touche à sa fin. On le voit avec la crise financière. Donc il faut ce nouveau partenariat. Il faut arrêter l'arrogance, créer un partenariat d'égal à égal. Le 5 juillet sera une occasion de... Moi, j'aurais proposé, si j'avais été élu, j'aurais proposé le 5 juillet justement un grand reset des relations avec les pays africains et l'Algérie en particulier, mais pas le Great Reset de Klaus Schwab, George Soros et ses amis, mais un nouveau partenariat gagnant-gagnant, une nouvelle approche dans la politique française. Et ça, malheureusement, il faut le dire qu'on ne le voit ni dans le mouvement majoritaire ensemble avec les Républicains, et malheureusement non plus ni dans la nouvelle coalition de gauche, ni dans le Rassemblement national. Et ça, alors, Monsieur Perimoni, alors je sais pas, je connais pas les chiffres qui sont tombés concernant les députés de l'immigration. Est-ce que vous avez un chiffre ou des tendances qui sont tombées, notamment concernant les députés de l'Afrique du Nord?
Oui, le dernier résultat qu'on a eu, c'est la victoire donc du candidat de la NUP, pardon, j'ai oublié son nom. Pardon, c'était Elisabeth Morano contre. Oui. Bon, j'ai perdu son nom, excusez-moi. L'essentiel, c'est la NUP qui a gagné, c'est pas le mouvement ensemble. Non, c'est Karim Benchek, excusez-moi, tout à fait. J'avais MJ Delguera. Karim Bencher. C'est Karim Benchek, donc de la NUP, qui serait élu avec 52-53% des voix. Donc, comme c'était. Voilà, qui doit être d'origine algérienne. Je ne crois pas. J'aurais plutôt dit marocaine de prime abord. On verra, on verra. Merci, Monsieur Perimoni. Restez avec nous, on va continuer le débat. Monsieur Nabila Etakash, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours Alors, avec vous. qu'avez-vous à répondre à votre collègue, justement, candidat aux législatives, concernant la force, la nouvelle force du mouvement Ensemble, sachant qu'il vous a un petit peu défini comme un crépuscule plus que une renaissance? Alors, je ne sais pas ce que je peux répondre à ces propos. C'est des propos de quelqu'un qui est pro-russe, visiblement, de quelqu'un qui, en plus, semble tenir des propos complotistes que je trouve extrêmement choquants et graves de venir dire devant, comme ça à la télévision. Je trouve ça très, très grave, vraiment. Ensuite, je pense qu'il fait partie de ces personnes qui ont cédé, justement, au négatif, qui sont des gens qui ne sont pas du tout dans la construction. Nous, encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'on essaie d'agir, en fait. On sait qu'on a un certain nombre de responsabilités qu'on va devoir prendre dans ce contexte qui est assez inédit sous la Ve République et qui va être en effet difficile, mais nous nous faisons confiance, nous allons prendre nos responsabilités et nous allons agir, contrairement à ce qui vient d'être dit, qui n'est simplement que de l'ordre du constat négatif, et qui fait partie un peu comme des gens comme Zemmour, comme le Rassemblement national ou d'autres personnes qui sont vraiment dans la haine de ce qu'est la France, dans la haine de ce que nous pouvons faire et qui n'est pas du tout constructif. Donc encore une fois, moi le mot que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est agir. Agir au service des Français, bien évidemment. Nous savons qu'il y a des défis de transition écologique, mais bien évidemment aussi de pouvoir d'achat. Et nous trouverons toutes les solutions. Vous pouvez nous faire confiance pour gouverner le pays. Alors, justement, quand vous parlez de gouverner le pays, est-ce que vous allez gouverner avec les LR et l'UDI pour former le nouveau gouvernement? À ce stade, il n'y a pas de pacte de gouvernement qui est fait. Je pense que l'un de vos intervenants l'a justement bien dit. On n'est pas dans une cohabitation, donc nous avons une majorité, encore une fois, certes relative, mais nous avons encore les moyens de garder notre gouvernement et notre Première ministre pour pouvoir continuer à transformer encore une fois le pays. Donc nous rejoindrons toutes les personnes de bonne volonté. Je pense que ces résultats ce soir feront réfléchir, je pense, toutes les formations politiques, et nous appelons bien évidemment à la responsabilité des uns et des autres pour relever les défis qui nous attendent. Que représente pour vous justement la montée en puissance du Rassemblement national de Marine Le Pen? Écoutez, c'est très simple de faire monter un parti quand on fait campagne sur des mensonges. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus compliqué pour un parti qui essaie de dire la vérité sur la réalité du monde d'aujourd'hui, sur les défis qui nous attendent. Ce sont des discours qui sont peut-être plus difficiles à entendre et à faire passer, mais le Rassemblement national, tout comme d'ailleurs une partie de la NUPES, on fait campagne avec des mensonges. Et à force de répéter des mensonges, bien évidemment, on arrive à ce genre de résultats. Alors, mais soyons un petit peu réalistes, avec presque 89 sièges, Rassemblement national pourrait être la deuxième, enfin la première force réelle d'opposition si on enlève un petit peu la force insoumise de Mélenchon qui est éparpillée dans les NUP. Oui, le RN sera très certainement la première force d'opposition, je veux dire le premier groupe politique d'opposition. Oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas ce que je peux vous répondre de plus à tout ça. Nous les combattons sur le terrain, nous les combattons et nous les combattrons à l'Assemblée nationale, tout simplement. Donc, nous combattrons leurs idées qui sont quand même des idées dangereuses pour la France, et vous pouvez nous faire confiance pour
pour déconstruire le discours qui a été insufflé ces dernières années par Marine Le Pen et ses alliés. D'ailleurs, très isolée en Europe, elle n'est alliée qu'à d'autres formations d'extrême droite qui n'ont pas du tout le poids nécessaire pour faire peser faire impulser la moindre changement au sein de notre pays. Ils sont simplement, comme votre intervenant juste avant, dans le constat très très négatif et parfois même pathologique de ce qui se passe en France, en oubliant toutes la chance que peuvent avoir les citoyens aussi de vivre dans un pays où ils sont éduqués, ils sont soignés, ils sont voilà. Donc j'ai du mal à comprendre ce qu'on pourra faire, bien évidemment, avec le Rassemblement national. Monsieur Nabila Etakash, vous êtes issu de l'immigration. Est-ce que ce résultat va un petit peu rassurer l'immigration en France, sachant que, disons que certains mouvements se battent pour que des figures de l'immigration ne soient pas à l'Assemblée? Alors, clairement, les premières victimes qui seraient, les premières victimes d'une poussée du Rassemblement national, quand on parle de préférence nationale dans le programme de Madame Le Pen, vous savez ce que ça veut dire. Donc, les premières victimes sont en effet des personnes qui sont issues de l'immigration, qui ne sont pas de nationalité française. Ça, on le sait. Mais nous combattons ces idées et bien évidemment, elles peuvent être rassurées. Je ne vois pas ils sont une force d'opposition. Enfin, ils sont une force d'opposition avec un poids somme toute relatif. 89 députés ne leur permettra pas de faire passer la moindre proposition de loi ou de faire basculer des équilibres en France sur des idées d'extrême droite. Je ne le vois pas du tout. Merci, Monsieur Nabila Etakash. Alors, messieurs, quel impact cette élection sur l'immigration en France? Je voulais seulement répondre à M. Etakash, parce que c'est bien beau de diaboliser le Rassemblement national. Madame Le Pen a obtenu 41% des voix aux élections présidentielles. Et elle devient un premier groupe parlementaire d'opposition en tant que parti dans le Parlement. Et souvent, l'opposition ne fait pas dans le mensonge. Parce que c'est très facile d'accuser l'opposition de faire dans le mensonge. C'est très classique, y compris dans la 5e République française. Je pense que l'impact, oui, les migrants ou les Algériens et tous les autres migrants qui sont en France ont pesé, il me semble, leur poids dans ces élections en votant. Et ça, c'est beaucoup de sondages qui le prouvent massivement pour les partis de gauche. Parce que les partis de gauche ont été les plus réceptifs, les plus sensibles aux critiques, notamment les accusations de violence, comme on l'écoute le Rassemblement national, même la droite classique, maintenant qui va chasser sur les territoires de l'extrême droite, et notamment les Républicains qui parlent de la sécurité, qui ont utilisé les événements du Stade de France lorsqu'il y a eu des échauffourées pour accuser encore une fois les migrants. Bardellaki, donc, du parti du Rassemblement national, qui a accusé son quartier, il est dans la Seine-Saint-Denis, en disant que 45% sont des musulmans et ceux qui ont fait donc les violences au Stade de France venaient de l'immigration. Je pense que peut-être que la NUPES au sein du Parlement va jouer un rôle. Il y a aussi un autre défi pour la France, c'est que, et ça c'est les experts qui le disent, c'est que plus de 60% des jeunes de moins de 35 ans ne sont pas allés voter au premier tour. Ça veut dire qu'il y a un défi par rapport à la jeunesse qui ne fait peut-être pas confiance au parti classique, qui se pose des questions. Est-ce que la classe politique actuelle reflète réellement les aspirations de la jeunesse française? C'est un grand défi pour le président Macron. Alors Reda, quel impact cette élection a sur l'immigration? Et je parlais justement avec M. Nabila Etakash, qui est issu de l'immigration. Aujourd'hui, on ne voit pas de figure issue de l'immigration sortir du lot, comme c'est le cas par exemple dans certains pays comme les pays anglo-saxons, en Amérique ou par exemple en Angleterre. Sans aller jusqu'aux pays anglo-saxons, vous avez la Belgique. La Belgique, oui, voilà, oui, tout à fait. La Belgique, les Pays-Bas et d'autres pays européens ont déjà mis en orbite un certain nombre de responsables politiques qui sont d'origine étrangère. Et le meilleur exemple est donné par le maire de Londres, qui est d'origine pakistanaise. Voilà, qui est originaire du sous-continent indien. Oui. Et longtemps, les Pakistanais ont été une des communautés les plus méprisées. Vous allez
Vous imaginez un jour un maire de Paris issu de l'immigration? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait. Pendant les prochaines années, pas ça. On verra Combien de temps? Ça ce prendra soir. du temps. On a vu quand même une poussée. Il y a quelques J'ai pas dit députés. président, j'ai dit maire de Paris. Hein. Il y a quelques C'est vrai qu'il était députés. maire de Paris. Il y a quelques députés qui ont été élus. Oui, il y en a donc, quelques-uns, surtout avec les NUP. Oui, voilà, qui ont été élus. Maintenant, en ce qui concerne la mairie de Paris, rien n'est impossible. Mais pour ça, il faudrait que les principales figures originaires, par exemple du Maghreb, acceptent de s'investir davantage dans l'action politique et ne pas rester très en retrait. Je vous donne un exemple. Le premier qui a été accusé justement concernant les événements lors de la finale de la Ligue, Champions League, oui. Champions League, et qui est issu de l'immigration et qui n'a rien à voir avec le désordre qui a été observé sur place, ça a été Karim Benzema. Oui, tout à Karim fait. Benzema a été accusé par un commentateur, je pense Emmanuel Prod, Emmanuel Pro de CNews. Exactement, d'avoir ensauvagé cette jeunesse-là. Comment ce joueur qui a été... Qui est le joueur du Real Madrid, qui a gagné la Coupe, et qui a gagné la Coupe, ouais. et qui va probablement avoir le ballon d'or, a-t-il pu ensauvager les supporters qui étaient à l'extérieur et Ça a fait une polémique, justement. Oui, et surtout que c'est une question de mauvaise organisation, puisque même les pays mitoyens de la France, à commencer par la Grande-Bretagne, ont interpellé que ça a failli provoquer un incident diplomatique. C'est pour ça qu'il est important, ce soir, je pense que les communautés qui sont originaires d'Afrique du Nord peuvent jouer un rôle très important, puisque beaucoup ont voté pour la NUP et ont constitué quand même une digue à la montée de cette extrême droite. Parce que même si le parti de Marine Le Pen a fait une percée et qu'il a une certaine légitimité, il n'empêche qu'en face de lui, dans le cadre d'un vote démocratique, il y a d'autres formations politiques. Justement, Reda, oui. Pour être justement leader issu de l'immigration, on n'a pas de parti français, parti politique français, qui est un leader d'origine maghrébine ou africaine, c'est-à-dire issu de l'immigration. Oui, effectivement. Ils peuvent être disons, des secrétaires généraux, ils peuvent être des membres, des députés, mais il n'y a pas de leader, c'est qui sort du lot, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, il faudrait qu'il y ait des études carrément anthropologiques qui soient menées sur ça, pour dire pourquoi ces formations politiques, même dans un département comme la Seine-Saint-Denis, oui. On ne présente pas à la tête de ce département une personne d'origine nord-africaine. C'est parce il y a eu des tentatives avec les leaders de SOS Racisme. Oui. Il y a eu quand même quelques tentatives qui étaient dans le PS, mais qui n'ont pas abouti. Oui, il y a eu quelques tentatives, mais qui sont restées vaines. C'est parce que on a affaire à des communautés qui ont été malgré tout stigmatisées. Il ne faut pas oublier, qui ont été stigmatisés, et on met toujours en avant les perdants parmi eux, alors qu'il y a des gagnants, et à commencer par des gens comme Zinedine Zidane, comme Karim Benzema, comme beaucoup d'autres. On préfère toujours parler de ceux qui ont échoué ou de ceux qui sont des boulets pour la société, ce qui fait que ça finit par brouiller l'image politique de ces électeurs. Voilà. Sofiane, moi je voudrais insister, si tu permets. Déjà sur ça, Attends, je voudrais insister sur le fait tellement de choses à dire. que les immigrés sont leaders dans le sport, leaders dans la chanson, dans la culture, mais ils ne sont pas leaders en politique en France. Je pense que c'est inhérent déjà à la nature de la Ve République, qui encore une fois est une institution ou un regroupement institutionnel qui vient d'une origine coloniale. Et justement, ce que montre ce scrutin électoral, c'est qu'il n'y a pas seulement une nouvelle cartographie, mais une nouvelle topographie de la politique en France. C'est-à-dire que, par exemple, les visages les plus connus de l'immigration étaient connus dans la société civile quand il y avait besoin de mobiliser à l'échelle des collectivités territoriales, à l'échelle des quartiers. Ce qu'a fait, par exemple, Mitterrand pendant les années 80 par SOS Racisme. Mais pour passer justement l'échelle et
se transformer en leader politique ou même syndical, paradoxalement, parce qu'une grande partie de l'immigration maghrébine était très active dans le mouvement syndical. Historiquement, on connaît le mouvement des travailleurs arabes, par exemple, qui était une matrice de l'extrême gauche en France pendant les années 70. Après, ce que ne permet pas la Ve République, c'est pas seulement une expression plus, on va dire, équilibrée de la diversité, c'est aussi une régénération des modes de fonctionnement institutionnels et politiques. Et justement, cette élection-là, elle met, si vous voulez, directement le pouvoir exécutif en confrontation avec différentes formes de colère profonde, radicale, contre le fonctionnement institutionnel. On a la colère d'extrême gauche représentée par les NUPS et aussi par les 70% de la jeunesse, justement, qui ne se sentent pas du tout concernés par le processus électoral, par les partis politiques, mais qui font de la politique activement tous les jours, qui luttent au jour le jour, justement, pour leur survie. Parce que la France est un pays en voie de grande paupérisation, justement. L'idée, Sophia, si vous permettez, en quelques secondes, l'idée du grand remplacement utilisé par Zemmour existe aussi dans les autres partis. C'est pour ça qu'on a peur. Sous d'autres formes. Sous d'autres formes, pas dans la forme raciste, haineuse de Zemmour, mais c'est une autre forme politique. On craint l'émergence de leaders politiques issus de l'immigration. C'est une crainte qui est partagée autant par la gauche que par la droite. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'émergence. Vous avez vu, vous suivez un peu le cinéma et la télévision, comment on a pensé qu'un jour, peut-être qu'il y aura un Algérien président de la France. Et puis, attends, et la série s'appelle Sauvage. Voilà, l'ensauvagement est aussi une idée, parce que l'extrême droite a diffusé ses idées haineuses au sein de la classe politique française. L'ensauvagement est un terme très utilisé également, et souvent lié aux migrants. C'est lié aux migrants. Justement, la Ve République, tout comme la Quatrième République et la Troisième République, qu'on appelle la République impériale, sont fondamentalement et institutionnellement islamophobes. Je rappellerai par exemple que la fameuse loi sur la laïcité, qui est l'interface du républicanisme à la française, n'a jamais été appliquée aux musulmans. Entre 1905 et 1962. C'était même une revendication du mouvement national, notamment du CMA pendant les années 30, notamment 36 pendant le Front populaire, l'application de la laïcité au culte musulman, qui était toujours sous contrôle colonial. Pourquoi? Pour islamophobie institutionnelle. Voilà, mais oui, Reda, tu voulais rajouter... Oui, je voulais rajouter un point. L'idée du grand remplacement, c'est un concept qui a été élaboré par les Waffen-SS nazis en 1944, au moment du débarquement américain en Europe, pour dire que parmi les troupes américaines, il y avait des Noirs, et du côté soviétique, il y avait des Asiatiques. Donc, il y a une dénazification à mener de ce point de vue-là. Voilà. Merci Reda, merci Faisal, merci Sofiane, merci à nos deux intervenants de Paris, Monsieur Sébastien Périmoni, candidat aux législatives en France, et Monsieur Nabil Aïtakache, conseiller à l'Assemblée française, proche du mouvement Macron. Voilà, cette édition spéciale consacrée aux législatives en France est terminée. Nous allons terminer avec la politique pendant ces 2 semaines. Nous allons revenir la semaine prochaine avec Mediapro et les médias et la télévision, avec un sujet toujours proche de la France, puisqu'on va parler de la télévision et l'immigration. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Restez branchés sur Al 24 News.